Cet après-midi, on part sous la coupole de l'Institut de France Quai de Conti, qui réunit les plus grands intellectuels de notre temps. On vous raconte un fauteuil qui a fait des siennes, ou la véritable histoire du fauteuil maudit de l'Académie française. Pourquoi Richelieu a-t-il imaginé l'Académie ? Fait-il bon d'y entrer ? Et Richelieu a-t-il été aussi maudit que le fauteuil dont on va parler aujourd'hui ? Europe 1, 15h, 16h, historiquement vôtre. le récit, Stéphane Bern. Nous sommes le mercredi 2 janvier 1839 à Paris. Il est déjà bien tard lorsque l'académicien Louis-Simon Auger prend congé de son collègue Prosper de Barante, chez qui il vient de souper. À table, Auger, qui a fêté son 56e anniversaire quelques jours plus tôt, n'a rien laissé paraître de sa peine, mais la tristesse l'accable pourtant. Ce vague à l'âme n'a rien de neuf. Toute sa vie, l'homme a témoigné d'une mélancolie certaine que ses succès d'auteur, de journaliste et de critique littéraire n'ont jamais compensé. Même son élection au sein de la prestigieuse Académie française, voilà 23 ans maintenant, n'a pas réussi à apaiser ce grand dépressif. Que s'est-il passé dans la tête de ce spécialiste de Molière, de Corneille, de Rabelais et des auteurs classiques vers 11h du soir ? Personne ne le saura jamais. Mais le fait est que ce soir-là, celui qui occupe alors le 32e fauteuil du quai de Conti s'est en tout cas penché au-dessus du parapet du pont des Arts. Peut-être a-t-il hésité un instant en contemplant les flots noirs et agités du fleuve, mais accablé et nerveusement épuisé, Louis-Simon Auger saute dans le vide. On ne retrouvera son corps que 3 semaines plus tard à 10 lieues de là, en aval du fleuve. Un corps si peu reconnaissable qu'il faudra le secours de la petite tabatière qu'il portait pour l'identifier. Un immortel est mort et son fauteuil, le numéro 32, reste un moment inoccupé. Mais la chronique des arts et des lettres est toujours animée et d'autres illustres derrière finissent par s'y succéder. À commencer par celui d'Alfred de Vigny. Et le sort tragique du pauvre Auger finit par s'estomper dans les souvenirs. Du moins jusqu'en 1909. Avec la publication dans le journal Je sais tout du dernier et haletant feuilleton de Gaston Leroux, déjà fameux depuis la publication l'année précédente du mystère de la Chambre jaune. Cette fois, pas de sympathique détective, pas de joyeux rouletabille, mais pas d'explication rationnelle non plus, pas de logique implacable. Dans son nouvel opus baptisé Le fauteuil hanté, Gaston Leroux laisse libre cours à son penchant pour le fantastique dans une intrigue qui part d'une réalité vieille de 70 ans déjà, le suicide de Louis-Simon Auger, pour en tirer une intrigue étrange et macabre. L'intrigue, la voici. Sous la coupole de l'Académie française, le fauteuil 32 est vide, mais une sorte de malédiction semble s'abattre sur ses successeurs. À chaque nouvelle élection, le nouveau titulaire meurt en pleine séance inaugurale. Au premier mort, on s'amuse. Au deuxième, on s'étonne. Au troisième, on s'alarme. Aux grandes dames d'Hippolyte Patard, le secrétaire perpétuel de l'Académie, un brave homme qui se désespère en voyant que plus grand nombre ne semble oser s'asseoir dans le prestigieux fauteuil. Il vous faudra lire la suite du roman pour en connaître le dénouement, mais en inventant la malédiction du fauteuil 32, Gaston Leroux commence tout juste à ajouter une touche de mystère à l'histoire d'un maléfice qui ne fait que commencer. Gaston Leroux, lui, ne rejoindra jamais les bancs du quai Conti, là où siègent les immortels, mais peut-être en a-t-il caressé l'espoir. Après tout, en 1909, l'institution est encore très prestigieuse. À cette date, l'Académie s'apprête à boucler le 3e siècle d'une existence qui remonte au règne de Louis XIII et qui doit beaucoup à l'un des ministres les plus fameux de l'histoire de France, le cardinal Armand Duplessis, duc de Richelieu. On ne présente plus l'homme en rouge, mais là encore, la fiction et la réalité s'entremêlent si étroitement qu'on finit par ne plus distinguer les deux. Dans la mémoire collective, le principal ministre de Louis XIII souffre d'une image tenace, celle d'un homme machiavélique et froid, uniquement guidé par une raison d'État qui gouverne tous ses actes et toute sa pensée politique, au prix parfois d'une impitoyable cruauté. L'histoire de l'Académie française permet pourtant d'esquisser un portrait différent, celui d'un homme qui se distingue par son constant souci de la grandeur française, certes, mais par des voies moins politiques, moins machiavéliques
et plus culturelle. Le 29 janvier 1635, lorsque Louis XIII signe les lettres patentes qui créent officiellement l'Académie française en lui attribuant un rôle et des règles qui n'ont pas vraiment changé depuis, le souverain ne fait guère que signer le projet d'un autre, en l'occurrence du cardinal de Richelieu, la cheville ouvrière d'un projet qui a commencé à prendre forme quelques années plus tôt. En 1629, Richelieu apprend l'existence d'un cercle d'auteurs qui se réunit au 135 de la rue Saint-Martin à Paris, au domicile de Valentin Conrart, protestant et courtisan bien établi. L'homme se pique de littérature et de grammaire à une époque où les contours de la langue française sont encore assez flous. Attention, à cette date, cela fait déjà près d'un siècle que la langue française est la langue officielle du royaume, depuis l'ordonnance de Villers-Cotterêts signée par François Ier en 1539 et dont les articles 110 et 111 sont toujours en vigueur aujourd'hui. Mais cette langue, qui n'est pas encore celle de Molière, tient de la chimère ces monstres composites de la mythologie. Elle puise à tant de sources qu'elle n'est pas véritablement fixée ou arrêtée. On écrit déjà en français, bien sûr, et depuis François Villon, Chrétien de Troyes, Rabelais et quelques autres, la littérature nationale compte déjà quelques chefs-d'œuvre. Mais pour autant, les variantes lexicales, grammaticales et orthographiques sont si nombreuses que personne ne sait vraiment ce que cela veut dire exactement, écrire et parler le français. Ou disons plutôt que chacun a sa petite idée, sans qu'un consensus ne vienne en fixer les règles. La langue fixe, nette, intouchable, c'est le latin. Le français, lui, reste un sujet de controverse interminable entre les traits. Pour Richelieu, l'existence de ce petit cercle autour de Valentin Conrart est une occasion rêvée de mettre en œuvre un projet qui lui tient à cœur, unifier la langue, fixer sa grammaire, son usage et son lexique. C'est en quelque sorte armer le royaume en lui offrant une langue officielle commune, nette et harmonisée, remarquable par son exactitude et sa précision. La vertu de la belle langue, c'est de permettre l'expression d'une pensée précise. Et voilà l'ambition qui anime Richelieu, le but qu'il exprime lorsqu'il décide de transformer ses réunions informelles en véritables institutions. Confier à une compagnie littéraire placée sous l'autorité royale le soin de fixer les règles de la langue n'est pas tout à fait neuf d'ailleurs. Et Richelieu ne fait que reprendre le modèle de l'Accademia della Crusca, fondée à Florence en 1582, qui a déjà publié son vocabulario pensé pour asseoir la langue italienne. Richelieu y ajoute sa touche personnelle, une volonté de mélange et d'ouverture en accueillant des personnalités qui ne viennent pas du monde des lettres au sens strict, mais aussi de l'univers des arts, de l'armée, de l'Église, de la diplomatie ou des sciences. La langue française, semble dire Richelieu, n'appartient pas aux auteurs, si prestigieux soient-ils, mais aux grands esprits dans toute leur diversité d'expériences et de vécus. De cette diversité doit naître un accord, un consensus autour d'une langue commune à tous. Voilà pourquoi l'article 24 des statuts de l'Académie française précise ceci, je vous en lis un extrait. La principale fonction de l'Académie sera de travailler avec tout le soin et toute la diligence possible à donner des règles certaines à notre langue et à la rendre pure, éloquente et capable de traiter les arts et les sciences. L'article n'a pas bougé d'un iota depuis, pas plus que des règles toujours immuables sur la composition de l'auguste assemblée, 40 sièges, pas un de plus, et 40 académiciens qualifiés d'immortels en référence à la devise de l'institution, une noble dédicace choisie par Richelieu en personne, à l'immortalité. Le cardinal pense à celle de la langue française, pas des académiciens, mais le glissement se comprend facilement. Et depuis sa fondation au XVIIe siècle, il y a autre chose qui ne bouge pas. L'histoire de l'Académie française s'accompagne d'une longue liste d'anecdotes et de mystères. Je vais vous raconter le plus étrange, celle du fauteuil 32, le fauteuil maudit de l'Académie. L'histoire commence au début du XXe siècle, lorsque, je vous le disais, l'auteur du mystère de la chambre jaune et du parfum de la dame en noir, Gaston Leroux donc, exploite le suicide déjà daté d'un ancien occupant du fauteuil 32, Louis-Simon Auguste, pour lancer une rumeur tenace dans un de ses romans, le siège numéro 32 serait maudit. Et parfois, la vérité se confond avec la fiction. De loin, l'Académie française pourrait paraître immuable,
Les moqueurs ne se sont d'ailleurs jamais privés d'ironiser sur le supposé conservatisme des heureux élus du Quai Conti, mais bien des choses ont pourtant changé au fil des siècles, à commencer par son adresse. Ce n'est qu'en 1805, après 170 ans d'existence, que les sages siègent sous la coupole de l'Institut de France Quai Conti, dans l'ancien collège des Quatre Nations de l'Université de Paris. Et ce n'est que depuis 1801, 4 ans plus tôt, qu'ils ont revêtu ce fameux habit vert dont le dessin ne doit rien au hasard. Pourquoi le vert ? Parce qu'aucune autre couleur ne convient. Le rouge est trop violent, le blanc trop royal, le violet trop ecclésiastique, l'orange trop vif et le jaune fait, dit-on, un peu cocu. Ce sera donc ce fameux vert sombre, plutôt discret quand on oublie le bicorne qui va avec, et cette épée que chaque nouvel arrivant se fait offrir par ses collègues, comme le veut la tradition. Pour le reste, rien n'a changé. Aujourd'hui comme hier, sa mission reste la même, contribuer au rayonnement des lettres françaises, valider la liste des termes francophones qui remplacent certains termes techniques étrangers dans les textes de loi et rédiger le fameux dictionnaire qui en est à sa 9e édition aujourd'hui. Pour mener toutes ces tâches à bien, on n'est pas trop de 40 et même d'un peu plus, puisque en bientôt 4 siècles, 740 membres se sont succédés sous la coupole, dont 22 pour le seul fauteuil numéro 32, ce fameux fauteuil qu'on dit hanté qui est aujourd'hui occupé par l'historien Pascal Horry. Et si la thèse du maléfice doit beaucoup à l'imagination de Gaston Leroux, papa de Rouletabille, il faut bien admettre que le plus beau dans cette sorte de concurrence entre la fiction et les réalités, c'est que celle-ci n'a pas dit son dernier mot. L'histoire du fauteuil 32, celui que le grammairien avait inauguré en 1635, a indubitablement quelque chose de tragique. Peut-être faut-il en chercher l'origine dans une vexation du fauteuil lui-même. Après tout, on sait depuis Lamartine que les objets inanimés ont une âme et le fauteuil 32 a peut-être vécu l'élection en 1720 de l'arrière-petit-neveu du cardinal de Richelieu comme un affront personnel. Louis-François Armand de Richelieu était pourtant un brave homme de diplomate, certes libertin à ses heures. Mais disons que, vu du fauteuil, son plus grand crime est peut-être d'avoir été notoirement fâché avec l'orthographe, ce qui est un comble quand on intègre une institution pareille. Plaisanterie à part, je l'ai dit, tout a commencé par le suicide du 7e occupant du fauteuil 32, Louis-Simon Auger. En soi, la chose est déjà relativement rare. Sur 740 académiciens, seuls 4 ont mis fin à leur jour, comme Monterland. Mais quand on creuse un peu, on constate une évidence. Presque tous ceux qui ont occupé le fameux fauteuil ont connu une histoire quelque peu orageuse avec l'Académie française. Charles-Guillaume Estienne, par exemple, peut se vanter d'être le seul académicien à avoir été élu 2 fois. Une première en 1811, avant qu'une vilaine affaire de plagiat n'aboutisse à son éviction, et une seconde en 1829, pour de bon cette fois. On peut aussi évoquer la mémoire de Lucien Bonaparte, le frère de Napoléon. Là encore, le pauvre Lucien fait partie des rares proscrits d'une académie où il est entré en 1803 avant d'en sortir en 1816, victime de la fin du Premier Empire et du retour des Bourbons sur le trône de France. Vient ensuite notre pauvre Auger, mais le sortilège ne s'arrête pas là. Année après année, élection après élection, le funeste fauteuil 32 continue de faire des ravages, comme avec l'élection du poète Alfred de Vigny. Enfin immortel après 4 tentatives manquées et autant de lettres de candidature, Alfred de Vigny ne peut pas s'empêcher de rhabiller ses nouveaux collègues pour l'hiver dans son discours de réception, manifestement écrit à l'acide sulfurique. L'auguste assemblée ne lui pardonnera jamais, et le pauvre Alfred de Vigny vivra un véritable calvaire sous la coupole, isolé et victime de la rancune méprisante et glaciale des autres académiciens. La parution du roman de Gaston Leroux en 1909 ne change rien, bien au contraire, et ce n'est pas le général Hippolyte Langlois, l'avocat Georges Isard ou le philosophe Raymond Aron qui diront le contraire. Le premier, reçu en juin 1911, ne siégera que 7 mois avant de s'éteindre. Le deuxième, à peine 3 ans. Et le troisième n'aura jamais le temps de s'asseoir dans le fauteuil maudit. Élu en 1975, il meurt le 21 avril, 5 jours avant de prononcer son discours inaugural. Ça commence à faire beaucoup. Et ce n'est pas fini. Élu en 2004, le romancier Alain Robbe-Grillet n'a jamais pris place
dans le fameux fauteuil 32 jusqu'à sa mort en 2008. Officiellement, le pape du nouveau roman refusait de sacrifier à l'usage et de prononcer le fameux discours d'hommage à son prédécesseur en grand habit d'académicien. Officieusement, allez savoir si ce n'est pas un nouveau coup pendable du fameux fauteuil. Le plus étonnant dans cette histoire, c'est que la funeste réputation qui entoure le 32e siège de la noble assemblée semble s'étendre à celui qui en a été à la fois l'artisan et le premier protecteur officiel. Depuis le début du 19e siècle, le siège qui fut celui de Vaugelas, de Scudéry, de Lucien Bonaparte, je vous l'ai dit, ou de Maurice Reims, se traîne une vilaine réputation. Mais cette légende noire n'est rien à côté de celle qui entoure encore le cardinal de Richelieu, comme si le sortilège s'était en quelque sorte étendu à l'homme qui avait eu l'idée même. Et cela commence du vivant même du cardinal, d'ailleurs, et là où on ne l'attendrait a priori pas, au sein même de l'académie qu'il s'apprête à fonder. Beaucoup s'agacent très tôt de voir l'État se mêler de ce qui n'est alors qu'un cercle informel d'auteurs et de beaux esprits, des esprits suffisamment fins pour comprendre que l'intérêt du cardinal pour la langue française n'est pas tout à fait gratuit et désintéressé. Ces hommes, qui sont pour la plupart de grands aristocrates, ont bien compris qu'en formalisant l'existence du petit groupe, Richelieu veut en quelque sorte institutionnaliser la langue, certes, mais aussi contrôler tout ce petit monde parfois rebelle. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si l'un des premiers travaux de la jeune académie consiste à intervenir dans ce qu'on appelle la querelle du Cid, lorsque des critiques d'art comme Georges de Scudéry, assis sur ce fameux fauteuil 32, reprochent à Corneille de ne pas respecter les 3 règles du théâtre classique: unité de temps, unité de lieu, unité d'action. Les sages tranchent contre Corneille. Mais le véritable sujet n'est pas là. En faisant de l'Académie une sorte de tribunal suprême des lettres, Richelieu lui fait un cadeau empoisonné. Le rôle est prestigieux, certes, mais officiel, donc très politique, et le cardinal ne fait là que prolonger dans le monde de la littérature l'ambition qu'il déploie déjà au conseil du roi. Catholique sincère, Richelieu n'oublie jamais que le roi de France règne de droit divin. Son principal objectif reste la consolidation du pouvoir royal, une volonté qui reste l'alpha et l'oméga de sa politique, de sa désignation en 1624 jusqu'à sa mort en 1642. Richelieu, c'est une main de fer dans un gant de velours. La main de fer, on en sent la poigne quand Richelieu n'hésite pas à se lancer dans un long bras de fer contre la haute noblesse d'une France où les usages et les coutumes des temps féodaux n'ont pas disparu. La lutte entre le cardinal et les grands du royaume se déroule à fleuret moucheté parfois, à couteau tiré plus souvent, et au sens littéral. Bien des grands, à commencer par le frère du roi, Gaston d'Orléans, rêvent ouvertement de la mort de ce ministre qu'on accuse de mettre à bas la société traditionnelle et d'usurper le pouvoir royal. Les complots succèdent aux cabales, mais à chaque fois, le cardinal réagit avec fermeté, convaincu que la France a tout à gagner en mettant au pas ces grands personnages dont les luttes et les ambitions contrarient la modernisation du royaume, quitte à détruire les vieilles places fortes du pays, symboles avec leurs donjons d'une féodalité d'un autre temps. Richelieu n'hésite pas à bannir et à disgracier les plus turbulents, ou à faire tomber la hache du bourreau à plusieurs reprises. Chalais, qui a tenté de tuer le cardinal, est exécuté en 1626, et d'autres suivent, des maréchaux comme Louis de Marillac, des ducs comme Henri de Montmorency, pourtant filleul d'Henri IV, ou des conspirateurs comme Saint-Marc et de Thou, exécutés pour leur lien avec l'Espagne. L'Académie française, c'est le gant de velours. Fonder les 40, s'en autoproclamer le père et le protecteur, c'est s'offrir une forme de contrôle sur la vie intellectuelle et les débats qui animent le monde des arts et de la culture. Cette stature d'homme d'État, Richelieu s'est acharné à la construire, mais elle lui a en quelque sorte échappé, au point de virer à la légende noire au fil du temps. Pour tout le monde, le cardinal reste cet homme impassible aux bras croisés, enveloppé de rouge, qui observe la Rochelle depuis la digue qui en bloque le port, quand il lance toute la puissance de l'armée royale contre la vieille cité protestante. Mais le célèbre tableau du peintre Henri-Paul Motte n'est pas le seul à avoir imposé ce portrait. Alexandre Dumas et ses 3 mousquetaires sont passés par là, et l'affrontement entre le jeune d'Artagnan, l'impitoyable cardinal, et sa créature Milady lui ont inspiré quelques-unes de ses pages les plus fameuses. Victor Hugo y est aussi pour quelque chose, avec un vers célèbre tiré de la pièce Marion de Lorme. Grâce ou à cause d'Hugo, Richelieu reste à jamais
l'homme à la main sanglante, à la robe écarlate. Sa réputation reste sombre, comme celle du fauteuil numéro 32. Mais à tout prendre, ce fameux siège n'est peut-être pas le pire qu'on puisse occuper sous la coupole. Il existe une place bien pire encore. Le 41e fauteuil, oui. Par une forme d'ironie particulièrement cruelle, l'Académie censée défendre la langue de Molière a bien mal payé ce dernier. L'auteur du Malade imaginaire, de Don Juan et de Tartuffe n'intégra jamais l'Académie. Pour le consoler un peu, on peut rappeler qu'il est loin d'être le seul auteur français à avoir raté le coche. Et son nom n'est pas le seul à briller par son absence au milieu d'une longue liste d'auteurs, de romanciers, de poètes et de dramaturges fameux qui n'ont jamais reçu les honneurs de l'Auguste Académie. C'est d'autant plus étrange que dans la longue liste des 740 noms d'académiciens qui se sont succédés sous la coupole, en figurent de nombreux dont les mérites ne sautent pas toujours aux yeux, pour le dire gentiment. On a déjà parlé de Lucien Bonaparte, dont les talents littéraires ne sont pas le point fort, mais d'autres restent d'illustres inconnus, comme Armand du Cambou, qui intégra l'Académie à 16 ans, en 1652, avant d'en sortir 50 ans plus tard, en 1702. Dans Cyrano de Bergerac, Edmond Rostand s'en amuse d'ailleurs dès le début de la pièce, avec ce vers ironique. Voici Boudu, Boissaille, Cureau de la Chambre, Porchère, Colombie, Bourzet, Bourdon, Arbeau, tous ces noms dont pas un ne mourra, que c'est beau. Ce qui ne l'empêcha pas d'ailleurs d'y être lui-même élu en 1901 à 33 ans à peine. Toujours est-il que face à cette longue liste de grands noms bloqués aux portes de l'Académie, l'écrivain Arsène Houssaye s'est amusé à imaginer un 41e fauteuil. Un siège exclusivement réservé aux grands absents et à tous ceux qui n'ont jamais rejoint les travées du Quai Conti. Soit que leur candidature ait été rejetée, soit qu'ils n'aient jamais été candidats, soit qu'ils soient morts prématurément. Et la liste est longue, bien plus que celle des 22 académiciens qui se sont succédés au maudit fauteuil 32. Descartes, Rousseau, Pascal, La Rochefoucauld, Beaumarchais, Baudelaire, Saint-Simon, Balzac, Stendhal, Flaubert, Verlaine, Marcel Proust ou Zola. Aucun de ces grands auteurs ne s'est jamais assis sous la coupole, que ce soit sur le 32e fauteuil ou ailleurs. La véritable malédiction de l'Académie est peut-être bien là, bien plus que dans ce fauteuil hanté qu'avait imaginé Gaston Leroux. De là où il est et derrière l'indéchiffrable expression qui caractérise son visage fameux, on serait prêt à parier que Richelieu s'en amuse. Europe 1, historiquement vôtre. Historiquement vôtre, Stéphane Bern. Arnaud Tessier, merci d'être resté avec nous. Cette académie aura sans doute été traversée par des malédictions, des polémiques, des déceptions, des tentatives ratées également, mais l'académie traverse les siècles et aujourd'hui encore on parle des immortels. Au fond, c'était peut-être ça le grand projet de Richelieu, faire en sorte que cette académie soit comme la langue française, immortelle. Oui, parce que pour lui, c'était un instrument de l'unité française qu'il voulait la plus durable possible. Et il voulait l'unité par la langue et le prestige de la France par la langue. Le latin des modernes, c'était son ambition, faire du français le latin des modernes, une langue aussi pure et aussi utilisée que l'était le latin. Alors, on va parler de Richelieu, l'homme politique, de sa légende noire aussi. Mais ce projet d'académie de la langue française, tout comme sa bibliothèque, c'est l'autre facette de la personnalité de cette éminence. C'était un homme de lettres, Richelieu. Oui, c'était un homme qui aimait les livres d'abord. Il vivait beaucoup dans sa bibliothèque. Il avait une bibliothèque fabuleuse. Et donc, c'était un homme qui lisait et qui était très attaché au fait que les livres puissent être un élément de durée. D'ailleurs, je crois que sa devise sur ces livres qui étaient reliés tous en marocain, sous ses armes, il y avait cette devise « Is fulta manebunt ». Et c'était des livres qu'il parlait. Il disait « Grâce à eux, les murs tiendront ». Arnaud Tessier, dans votre biographie Richelieu, l'Aigle et la Colombe, vous décrivez un aspect peu connu de la personnalité de Richelieu, des dépressions, des crises de larmes, des sautes d'humeur, des accès de colère. C'est un homme tourmenté ou est-ce que c'était le lot de tous les hommes d'État, particulièrement au XVIIe siècle? Non, c'était un homme qui était marqué par la solitude du pouvoir.
C'était un homme qui savait qu'il était calomnié, attaqué, et qui, dès qu'il s'éloignait de la cour, pouvait voir sa position affaiblie, voire détruite. Parce qu'il savait en plus que son roi, qu'il servait avec une loyauté totale, Louis XIII, était un homme qui avait des faiblesses. Et donc, Richelieu vivait dans cette inquiétude permanente, et puis tellement de choses pesaient sur ses épaules qu'il avait des moments de découragement, comme en auront tous les hommes d'État jusqu'à De Gaulle. Richelieu était aussi perçu comme machiavélique et froid, et d'une, je cite, impitoyable cruauté avec ses ennemis. Or, vous expliquez que cette réputation d'avoir la main lourde est un peu exagérée. Pour Richelieu, punir, y compris par la peine de mort, c'était nécessaire pour mettre en place ce qu'il appelait une justice d'État. Ça, c'est une construction de ses adversaires qui a été reprise ensuite par le XVIIIe siècle et reprise ensuite par la tradition romantique. Mais enfin, je ne veux pas faire de compte affreux, mais quand on regarde le nombre d'exécutions capitales qui ont été effectuées sous le règne de Louis XIII et sous le ministériat de Richelieu pour des faits très graves qui étaient trahison et complot contre l'État, il y en a eu 28. On a fait beaucoup mieux par la suite que 28 exécutions en 18 ans. Il faut dire qu'il y a eu, et vous le rappelez, vous parlez de trahison, il y a eu de nombreux complots autour de Richelieu. Beaucoup rêvent ouvertement de la mort de ce ministre qui a la main de fer. Il y a une tentative qui a bien quand même failli anéantir Richelieu, c'est la conjuration du petit protégé de Louis XIII. Oui, Marquis d'Effiat, Saint-Marc, qui était immortalisé par Alfred de Vigny, d'ailleurs avec déniant enfin, toute réalité historique. Oui, c'était un protégé de Richelieu, parce que c'était le fils d'un de ses amis et proches, et en fait qui est entré dans la confiance et l'affection de Louis XIII, qui avait pour lui, si j'ose dire, les yeux de Chimène, et qui a réussi presque à détruire Richelieu, et qui menait des négociations secrètes avec l'Espagne, avec laquelle la France était en guerre. Et Richelieu a obtenu sa tête non sans mal, en faisant une pression très forte sur Louis XIII, qui était arrivé la période la plus intense de sa faiblesse, si j'ose dire. Pour en revenir à la coupole, on le disait tout à l'heure, quand Richelieu approche le petit cercle d'auteurs pour fonder ce qui deviendra l'Académie, certains le soupçonnent alors d'avoir un intérêt politique, pas seulement linguistique. Et ils avaient raison, car vous l'écrivez, l'objectif de Richelieu, c'était de régulariser le bel et bon usage d'un Français capable de soutenir l'hégémonie de la France en Europe. Donc, en fait, vous l'avouez à mots à peine couverts, l'Académie est un objet politique. Oui, parce que pour Richelieu, les élites doivent être utiles. Je crois que c'est une idée dont il faut être conscient. Ce sont les aigles, les élites, et les colombes, c'est le peuple. Les élites ont des devoirs particuliers envers le peuple. Donc ces lettrés qui se réunissaient, qui avaient des activités intéressantes, il a compris qu'ils pouvaient servir la cause de la monarchie et qu'ils pouvaient être utiles à la collectivité. Je crois que c'est le sens de la politique, selon Richelieu, c'est ça. Quand on appartient à l'élite, on doit être utile et on ne doit pas aller se battre en duel. Et Richelieu a aussi voulu installer une mixité religieuse sous la coupole. Oui, c'est-à-dire que pour lui, on ne devait pas exclure les protestants, puisqu'il avait voulu réduire le parti protestant, c'est-à-dire la force politique et militaire des protestants, mais par contre pas leur religion. Et il pensait qu'on ne pourrait ramener les protestants dans le sein de l'Église que par la conversion et la persuasion. Et donc pour lui, le critère religieux ne devait pas entrer en ligne de compte. Le fauteuil 32, un fauteuil maudit, en effet, pourtant son tout premier occupant n'a connu aucune malédiction. Enfin, on peut toujours tirer de l'histoire ce qu'on veut. Il a même sans doute eu toute l'estime de Richelieu, puisque c'était un grammairien de renom, et vous le connaissez, Arnaud Tessier, Claude Favre de Vaugelas, élu à l'Académie en 1634. Cette passion de la grammaire, Richelieu l'avait aussi. C'était la passion du verbe, de l'éloquence en quelque sorte. Oui, parce que Richelieu, il ne faut pas l'oublier, était prêtre. Oui. Et donc, il était appelé à s'exprimer devant ses ouailles. Mais il était aussi homme d'État. Donc, il était appelé à s'exprimer devant ses ouailles sous une autre forme. Et il s'intéressait beaucoup à la capacité de persuader par la langue. Et de même qu'il essayait aussi de discuter avec les protestants sur les grands dogmes de la religion pour les ramener dans le sein de l'Église. Donc pour lui, la langue claire, la langue pure, la langue claire, la langue persuasive, c'est un instrument politique et religieux de premier ordre. Alors, pour autant, Richelieu avait une autre passion, écrivez-vous, c'est le théâtre. Et pour vous, c'est pas anodin. C'est-à-dire Richelieu était assez comédien de tempérament. C'était en quelque sorte un acteur raté. Enfin, il aurait voulu peut-être être acteur, même si pour un homme d'église, le théâtre et l'église ne vont pas bien ensemble, en tout cas à cette époque.
C'était un acteur doué, parce que lors de la journée des dupes, Marie de Médicis a failli obtenir sa tête auprès de Louis XIII, Richelieu a joué son rôle à la perfection, il s'y était préparé. Il avait même préparé Louis XIII à cette situation. Il avait la passion du théâtre, il était le protecteur du théâtre. Il a beaucoup fait, en un siècle où les rapports entre l'Église et le théâtre étaient compliqués, il a beaucoup fait pour la promotion du théâtre à la cour. C'était vraiment... Il a écrit des pièces sous le nom de certains de ses protégés, comme des Marais de Saint-Sorlin. Il a écrit des pièces de théâtre. C'était vraiment quelqu'un qui avait le goût du théâtre et qui pensait que oui, la scène du monde était comme une scène de théâtre. Mais il n'a pas défendu le Cid de Corneille. Et c'est vrai qu'il y a eu, j'en parlais dans mon récit tout à l'heure, la fameuse querelle du Cid. Les sages de l'Académie ont critiqué ouvertement l'œuvre de Corneille. Ça a été reproché aussi à... Ah, ça, c'est la légende noire, parce qu'en fait, Corneille, 2 ans après la querelle du Cid, lui dédiera sa pièce Horace. Corneille était bien vu de Richelieu, simplement le Cid a provoqué une polémique qu'on imagine mal aujourd'hui, parce qu'on l'imagine avec ce que seraient les réseaux sociaux. Mais il y a eu un nombre de libelles, un débat d'une violence incroyable, avec des attaques, des réponses. Et en fait, Richelieu a demandé à l'Académie d'arbitrer pour mettre un peu d'ordre dans tout ça. Et l'Académie a rendu finalement, contrairement à ce qu'on dit souvent, un jugement assez équilibré, qui reconnaissait une vivacité et du talent à Corneille, tout en rappelant qu'il ne respectait pas certaines règles. Donc je pense que Richelieu était assez objectif dans cette affaire. Je parlais aussi du poète Alfred de Vigny qui a vécu un calvaire sous la coupole pendant des années, assis sur son fauteuil 32. Or, vous rappelez que c'est lui, notamment, qui a alimenté la légende noire de Richelieu. Oui, avec son roman Saint-Marc. Oui. Et quand on lui disait « mais le Richelieu que vous montrez est excessif, vous n'en faites qu'un personnage sombre », il disait « oui, mais enfin moi je suis écrivain, j'ai le droit d'inventer ». Vigny était un personnage, un grand écrivain, un grand poète, mais c'est quelqu'un de profondément aigri, et ça a perturbé beaucoup ses rapports avec les autres. Parmi les locataires du fameux fauteuil maudit numéro 32, il y a eu un Richelieu, donc je mentionnais tout à l'heure l'arrière-petit-neveu de Richelieu, le maréchal de Richelieu, élu à l'Académie française en 1720. Un personnage non pas maudit, mais original. Qui était-il, ce Louis-François Armand de Vignereau du Plessis de Richelieu ? Lui aussi, il a une légende noire. Il a vécu 92 ans, c'est-à-dire qu'il a connu 3 règnes, Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. Il est mort juste avant la Révolution. Et en fait, c'était un homme de grande culture, qui aimait beaucoup les arts, qui a été un grand militaire. Et il a été un des figures de la bataille de Fontenoy et de la guerre de 7 ans. Un très bon diplomate. Il a beaucoup fait pour une bonne entente entre la France et la Maison d'Autriche, qui ne correspondait pas à la tradition habituelle. Et donc, il a vraiment servi les lettres et les arts. Effectivement, on lui disait qu'il connaissait mal l'orthographe, mais il utilisait des archaïsmes de langue qui étaient tolérés par l'Académie à l'époque. En fait, il a vraiment une légende noire. Alors évidemment, là aussi, Dumas est passé par là. Et puis, il apparaît dans Joseph Balsamo. Et on pense surtout au maréchal de Richelieu qui cherche des élixirs parce qu'il n'a plus la vigueur sexuelle de ses débuts. C'était un grand coureur de jupons, mais c'était une figure très attachante et qui, comme son oncle lointain, a été maltraité par l'histoire. Pour terminer, Arnaud Tessier, Richelieu aura chéri la langue et les mots toute sa vie, parce que vous racontez, vous, que même mourant, il continuait à dicter ses textes. Oui, et en particulier, lui qui était en guerre avec l'Europe et qui venait de triompher péniblement du complot de Saint-Marc, il passait ses nuits à rédiger, à dicter un traité qui devait permettre de convaincre les protestants de revenir dans le sein de l'Église. Il est mort avec cette obsession principale qui était de réconcilier les chrétiens. Merci beaucoup Arnaud Tessier de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer à la fois la véritable histoire du fauteuil maudit de l'Académie et puis le tout aussi maudit Richelieu qui était le premier maître des lieux. Je rappelle l'ouvrage que vous lui avez consacré, Richelieu, l'Aigle et la Colombe, paru aux éditions Perrin et disponible en poche dans la collection Tempus. Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.